vous expliquer pourquoi aujourd'hui les urgences de Voiron sont fermées certains soirs et d'autres soirs sont ouvertes. En fait, on a un gros problème d'effectif médical. C'est-à-dire que là où on devrait être 18, on est 8. Voilà. Donc le calcul, il est là. Pour effectuer les 2 lignes de garde, que ce soit la ligne de garde des urgences et la ligne de garde du SMUR, on est obligé d'être 18. On est 8. Qu'est-ce qu'on fait avec 8 ? On ne fait pas le même boulot qu'avec 18. Pourtant, c'est ce qu'on nous demande depuis 2017, de faire le boulot comme si on était 18. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps ? On a pris des vacataires, on a pris des intérimaires de l'extérieur, ça c'était en 2017, et puis à un moment ils se sont épuisés. Et puis après, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, ces intérimaires, peut-être qu'on pourrait les fidéliser. Donc on va dire, on va les payer un peu plus cher. Et puis il y a eu des textes de loi qui sont tombés en disant, non, on ne peut pas les payer autant, donc on va les payer moins. Et là, les intérimaires sont partis. Là, au mois d'octobre, quand on s'est retrouvé devant l'effectif à 8 pour 18, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé d'assurer les urgences vitales. Les urgences vitales, c'est maintenir le SMUR ouvert. Et pour faire fonctionner cette ligne, il faut 6 équivalents temps plein. Voilà. Donc il ne nous en reste plus que 2 pour faire tourner les urgences. Et pour faire tourner les urgences à 2, on ne peut pas. Et puis après, on a dit, et la nuit profonde ? Eh bien, la nuit profonde, on ne peut plus la faire parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc voilà, c'est ce qu'on a proposé à la direction l'année dernière, en 2019. On a dit, voilà, comment on compte procéder. Nous ont dit, on ne peut pas assurer des soins de qualité à la population avec des effectifs de gens qui sont épuisés. Là-dessus, donc on a commencé déjà à se manifester, donc 2017, c'est les premiers remplaçants. 2018, on était dans la rue. On était dans la rue à Grenoble, on était dans la rue à Lyon, on a manifesté à Paris pour dire attention, ça ne va pas, on est en train de vous maltraiter aux urgences. Vous, patients, nous, patients, parce qu'on est tout aussi patients que vous. Voilà, on est en train de faire de la médecine de mauvaise qualité. Halte, personne ne nous a écoutés. Ils demandent d'avoir des ratios patients-soignants, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Faut que vous soyez encore plus rentable. Continuez. Donc il y a un moment, ça ne peut plus marcher. Donc la santé, elle a un coût. Il faut savoir que ça coûte, effectivement. Mais pourquoi ? Pour être en bonne santé. La chimio, ça coûte cher. Les examens paracliniques, ça coûte cher. Les médecins, ça coûte cher. Le personnel soignant, ça coûte cher. Il faut les payer. Le tournant de la rigueur des années 80 a exigé de réduire les dépenses de santé et de responsabiliser les malades. Le gouvernement remplace le prix de journée par une enveloppe insuffisante pour obliger aux économies et instaure le forfait journalier. Il restreint le nombre de professionnels de santé en partant du principe que moins il y a de professionnels de santé, moins la population consommera du soin. En 1996, le gouvernement Juppé choisit le recours à l'emprunt plutôt que de relever les prélèvements pour combler le manque de recettes de la sécurité sociale. Cette dette sociale est habilement appelée « trou de la sécurité sociale ». Jusque-là, le financement de la Sécu était assuré en adaptant les prélèvements à la hauteur des besoins. Depuis 1996, renversement de logique. Les parlementaires fixent chaque automne la hauteur des dépenses de santé pour l'année suivante. Ils déterminent donc le plafond maximal des dépenses et ainsi les économies à réaliser l'année suivante. Depuis 2004, chaque établissement rémunéré à la hauteur de sa production. Donc, si un service est déficitaire, ce n'est pas parce qu'il a un budget insuffisant, c'est parce qu'il n'est pas assez productif. La responsabilité est donc reportée sur les personnels et surtout sur les responsables des services. Et les structures sont en concurrence pour obtenir des financements, et même les services entre eux dans les hôpitaux, et bientôt, avec le salaire au mérite, les personnels entre eux. Les mêmes politiques libérales continuent, même pendant la pandémie. 5758 lits et 25 établissements fermés en 2020. Pendant l'été 2021, nos gouvernants ont décidé l'obligation vaccinale pour les soignants. Que l'on soit d'accord ou pas avec cette mesure, ils savaient qu'ils allaient exclure du travail des dizaines de milliers de professionnels, entre 2 et 5%. En fin d'année, donc, quelques mois plus tard, le manque de personnel a déclenché des plans blancs dans de très nombreux hôpitaux. Le 5 novembre au CHU, le 10 décembre dans le mien d'hôpital. Sauver notre hôpital public nécessite d'inverser les politiques sanitaires à l'œuvre depuis les années 80. Cela ne peut passer que par une hausse du financement et l'arrêt de la logique d'entreprise. Il y a eu les ordonnances de 1945 qui ont créé un système unique, c'est la sécurité sociale. Et il a permis de sortir du système, la santé, des lois du marché
et ou de la charité. Un principe qui a été écrit maintes fois, c'est chacun contribue selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Je me répète, la santé n'est pas une marchandise. Il y a 10 ans, il y avait 10 millions de passages par an dans les services d'urgence. Aujourd'hui, depuis 2016, on est à 21 millions de passages par an dans les services d'urgence. Mais 60 hôpitaux qui ont fermé entre 2013 et 2018. Depuis le dernier été, il y a eu une trentaine d'hôpitaux de services d'urgence qui ont fermé en France. Le médecin généraliste, lui, il va devoir intervenir en amont de l'hospitalisation et en aval de l'hospitalisation. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il adapte complètement sa pratique, et ça c'est notre difficulté parce qu'on va devoir refonder en fait toute notre manière de concevoir la médecine générale. On va devoir changer notre pratique de la médecine générale parce que des patients qu'on avait l'habitude d'hospitaliser, et souvent les hospitalisations directes pour nous étaient difficiles, donc on passait vers les urgences. Aujourd'hui c'est très compliqué parce que effectivement, quand on hospitalise quelqu'un aux urgences, à moins que ça soit une urgence grave et vitale, on discute avec le médecin et le médecin va me dire « Jean-Marc, je ne peux pas prendre ta patiente, j'ai au moins 17 patients qui attendent sur un brancard, je ne peux pas leur trouver de place. Donc est-ce que tu peux la garder chez toi ?» Et puis après, c'est ce qu'on vous a dit aussi, il n'y a pas de lit d'aval. Donc les patients vont faire des retours à domicile beaucoup plus précocement. Et nous, médecins généralistes, quand on voyait nos patients qui étaient hospitalisés dans un service de médecine, il y avait un complément de bilan et de réadaptation qui était fait. Après, le patient était transféré souvent dans un service de soins de suite. Là, il y a un retour à domicile qui est précoce. C'est quelque chose qui est inhérent à la dégradation du service public de l'hôpital et de la médecine en général. Et en 1970, il y avait pour 48 millions de Français, il y avait 59 000 étudiants qui étaient formés médecins chaque année. Aujourd'hui, on est 67 millions d'habitants et il y a moins de 10 000 médecins formés chaque année. Et depuis décembre 2019, il y a eu un rapport sur la refonte des urgences médicales demandé par le ministère de la Santé. On nous demande de créer des CPTS, c'est les coordinations professionnelles territoriales de santé, de manière à faire une sorte de référencement de tous les acteurs de soins médicaux et médico-sociaux sur un territoire. Donc, il y a une revendication qui est claire et nette pour tout le monde, c'est qu'il faut 1 pour 1 dans les EHPAD. Sinon ça ne marche pas. Il y a 650 000 personnes dans les EHPAD, il y a 450 000 salariés dans les EHPAD en France. Donc les 200 000, déjà rien que là. Donc c'est juste un début, les 200 000. C'est pour commencer à redresser la barre, parce que ça a été évoqué, je ne sais plus par qui, que dans 4-5 ans, ça irait mieux. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. Pour l'instant, je ne vois pas le début de redressement de quoi que ce soit. Et j'en veux beaucoup au gouvernement, parce que au gouvernement successif, mais l'actuel, il a continué ça continue, il continue la même politique que les autres ont mené avant, une politique que je qualifierais sans aucun risque de me faire contredire par la justice, de criminel. C'est criminel, il y a des patients qui meurent. Il y a des patients qui meurent de manière indue. Et partout, il manque des lits de manière invraisemblable, impressionnante et tout ça. Et nous, dans notre petit hôpital voironnais, on sait on tourne à peu près bien, on arrive à gérer ce qu'on a à gérer avec 90 lits. Dans l'hôpital, je parle juste pour la médecine, hein. Je ne rentre pas dans la question de la chirurgie, c'est un petit peu différent. Et donc, on en a 60 là. Hein, tout le monde sait. On a estimé que ça coûtait à peu près 2-3 millions par an pour ouvrir ces 30 lits. Ben, c'est pas grand-chose. On regarde certaines dépenses qui sont faites n'importe comment. Et il n'y a pas tellement de réformes à faire. Il faudrait juste défaire, et ça prendra du temps, toutes les conneries qui ont été faites depuis 25 ans. Ça a été évoqué par Michel. Donc, il y a un appel de médecins, et je pense que cet appel peut se traduire dans un vote que je qualifierais d'utile. Donc en 2019, en fait, a été créé le premier collectif, le collectif Interurgence, qui s'est monté suite à des grosses agressions qu'il y a eu à la PHP et un ras-le-bol des soignants. Et donc, ils ont décidé de monter ce collectif pour justement dénoncer les conditions de travail et les conditions d'accueil des patients,
Petit à petit, ce collectif a pris de l'importance et il y a eu, au cours de l'année 2019, plus de 200 hôpitaux sur l'ensemble du territoire français, donc métropole et les Outre-mer, qui ont été en grève. Ça a conduit à 2 plans d'urgence au cours de l'été 2019 qui n'étaient pas suffisants pour aider justement à désengorger la crise des urgences. En septembre 2019, donc, il y a le collectif Interhôpitaux qui s'est monté un petit peu dans cette lignée du collectif Interurgence, qui permet en fait à l'ensemble des personnels de l'hôpital de se regrouper et de défendre l'hôpital public. On est toujours sur les 4 mêmes revendications de base. Donc la première, c'est le changement du financement. Donc ça a déjà été un petit peu dit. L'hôpital, il est financé par ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'un acte coûte tant. Donc une chirurgie de la cataracte coûte tant. Et si l'hôpital fait X chirurgie, elle sera payée X fois. Ça fonctionne très bien pour des chirurgies comme ça, très standardisées de la cataracte. Ça fonctionne beaucoup moins pour tout ce qui est les prises en charge des maladies chroniques. Une des revendications, c'est l'augmentation de l'ONDAM, pareil, qui a été dit. Donc c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. En gros, c'est le budget qu'on alloue à l'hôpital pour pouvoir fonctionner. Depuis plusieurs années, l'ONDAM est porté à 2,5%. Donc c'est voté au plan de financement de la sécurité sociale. Les collectifs partent du principe que pour pouvoir fonctionner normalement, cet ONDAM devrait être à 4%, alors qu'il est voté depuis plusieurs années à 2,5%. On demande à ce qu'il y ait davantage de coursiers, davantage de logisticiens, davantage de secrétaires, de façon à ce que, encore une fois, le soignant redevienne soignant, l'infirmière soit une infirmière et le médecin un médecin. La 4e revendication qui est portée par les collectifs, c'est la gouvernance partagée, puisqu'on voit très bien en fait que désormais, depuis la loi 2005 HPST, il y a un seul et unique décideur à l'hôpital, c'est le directeur, comme dans une entreprise. Et donc toutes les décisions qui sont prises par la direction sont très souvent bien éloignées du quotidien et du terrain. Une seule infirmière pour plus de 6 patients, il y a une perte de chance de 20% pour les patients. Donc ça a clairement été prouvé. Donc on demande à ce qu'il y ait un meilleur ratio et du coup plus de professionnels au lit des malades. Où on demande à ce que les professionnels arrêtent d'être des pions qui sont bougés d'un service à l'autre au sein de l'hôpital. On a une profession qui est extrêmement intéressante, mais qui est extrêmement spécialisée. En tant qu'infirmière, on a un seul et unique diplôme, mais qui nous permet de faire énormément de choses. Et on sait qu'on devient extrêmement performant et efficient dans notre travail, si on reprend les termes encore des directions. En tout cas, on devient expert lorsqu'on reste dans un service propre et qu'on acquiert des compétences et des connaissances grâce à nos collègues qui nous ont transmis leurs compétences à eux. Donc on demande à ce que les professionnels puissent rester au sein de leur service. Sans vous, sans les citoyens, sans un mouvement des citoyens, on va continuer à dénoncer tout ça, mais il ne se passera pas grand-chose. Sachez qu'on a attaqué très très fort en 2017, dès la mise en place du gouvernement. D'abord au niveau régional, 400 médecins hospitaliers ont signé un appel en disant « Madame Buzyn, qui était la ministre de Santé de l'époque, recevez-nous. On a des choses à vous dire, nous les médecins hospitaliers. » On est en septembre 2017. Donc on est loin en amont de la problématique du Covid et on n'a jamais été reçu. Notre appel, l'appel numéro 1, c'était, on disait simplement pas, on disait pas réouvrez des lits, on disait moratoire, arrêtez de nous fermer des lits. On ne sait plus faire à partir du moment où nous fermez des lits. On va aller directement voir le Premier ministre, qui était Édouard Philippe à l'époque. Donc en août 2018, à nouveau à 200 médecins hospitaliers sur toute la France, on lance un appel. Là, on reçoit une réponse qui nous dit « mais oui, on connaît le problème des hôpitaux, et d'ailleurs, on n'a absolument pas besoin de vous recevoir, parce que dès septembre 2018, on présente un plan qui s'appelle Ma Santé 2022. Ma Santé 2022, un mois après, il y a 1300 chefs de service de toute la France qui démissionnent. J'en suis arrivé à la conclusion que sans vous, sans les citoyens, sans un mouvement des citoyens, on va continuer à dénoncer tout ça, mais il ne se passera pas grand-chose.